Bien, bonsoir. Donc difficile de prendre la parole après Fikri Ibn Abdullah, qui a si brillamment évoqué la profession et sa carrière. Euh, Nous, de notre côté, on va essayer, alors je ne sais pas si ça répondra précisément aux attentes de l'association. Finalement, on va essayer, entre cette époque héroïque qu'a évoqué Fikri, en passant par des carrières comme la sienne et en attendant l'avenir que vous allez incarner, on va essayer de parler de notre expérience qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui illustre peut-être une façon d'exercer le métier d'architecte aujourd'hui, en tout cas sur les 10 dernières années. Donc les 10 dernières années, on peut considérer, peut-être, je ne suis pas vraiment sûr de ce que je dis, mais on peut considérer que ce sont 10 années de mutation. Et donc à travers l'exposé que nous allons faire, qu'on va essayer de faire concis, à travers cet exposé, j'espère que vous aurez un aperçu de ce que peut être le métier d'architecte sur ces 10 dernières années et ce que peut être une mutation exprimée à travers le métier d'architecte. Alors en préambule, simplement pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc nous sommes passés assez rapidement de l'école d'architecture à l'agence d'architecture, dans la mesure où nous avons assez peu travaillé en agence, et nous avons sauté le pas assez rapidement, de manière un peu inconsciente. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est recommandable, en tout cas c'est ce que nous avons fait. Et nous avons poursuivi notre apprentissage au gré des projets et aussi au travers d'associations avec des architectes ou des agences plus confirmées que la nôtre, au travers de ce qu'on peut appeler des compagnonnages, une forme de compagnonnage auprès d'agences marocaines d'envergure ou d'agences internationales. Et nous avons, au gré de ces 10 ans, perfectionné notre connaissance de l'architecture et du métier, et nous continuons de le faire. Et donc nous avons à la fois beaucoup d'ambition depuis le début de notre exercice professionnel, on met beaucoup d'ambition dans notre travail, beaucoup d'exigences et en même temps beaucoup d'humilité. Et il nous semble que cette humilité est nécessaire pour comprendre et appréhender ce métier, qui est un métier difficile, qui est un métier de temps long, et qui est un métier qui, étrangement, donne l'impression à mesure qu'on avance, de toujours avoir le sentiment qu'on n'en sait pas assez. Donc cette humilité nous a accompagnés en même temps de manière assez contradictoire avec une ambition extrêmement forte, l'ambition de produire de la qualité dans un contexte qui ne le permet pas toujours. Ou en tout cas, un contexte dont il faut décoder les signes et qui permettent de faire de la qualité. On a toujours considéré on a appris au fil de ces 10 ans que l'architecte, on a pu vérifier, je dirais, parce que c'était déjà une intuition, que l'architecte, en tout cas, de la façon dont on envisage ce métier, l'architecte ne peut pas être, n'est pas un démiurge, un artiste total, qui fait un projet seul dans son coin, mais que l'architecte travaille avec les autres. Il travaille d'abord avec un client, un maître d'ouvrage, qui est le partenaire principal d'un projet réussi, et il travaille avec des partenaires que sont les ingénieurs, que sont les consultants divers. Et donc un projet est un projet collectif, et c'est cette règle que nous appliquons au sein de notre agence. Et le projet dans l'agence est déjà un projet collectif, il s'écrit à plusieurs, et surtout, comme je viens de le dire, il s'écrit avec des partenaires. Alors, par rapport à cette idée du projet, qui est peut-être ce qui exprime le mieux notre façon de voir l'architecture, il y a une phrase, un élément d'un entretien qu'a accordé Renzo Piano il y a quelques jours dans le quotidien Le Monde, je pense, dans lequel il dit une chose assez intéressante et je suis désolé de prendre en référence des architectes internationaux ou étrangers, mais on a une pratique qui est ouverte sur le monde et des références internationales. Donc, ce que dit cet architecte nous parle énormément. Il dit dans cet entretien que la force de l'architecture ou la particularité de l'architecture, c'est que ce n'est pas un art pur. Et ça nous interpelle énormément
parce qu'on considère justement que l'architecture est plutôt une posture sociale, plutôt une forme d'humanisme, comme a dit Fikri tout à l'heure. Je pense que c'est une conception qu'on partage, et une forme de militantisme. On n'est pas militant, comme tu l'as été ou comme tu continues à l'être, mais disons qu'il y a une forme d'humanisme dans cet art qui fait que ça ne peut pas être, que ce n'est pas un art pur, c'est un art appliqué. Comme on dit d'une science, que c'est une science appliquée. Donc ça, c'est très important dans notre travail, dans notre conception du métier. On considère que l'architecture est un art appliqué, appliqué à la société dans laquelle on vit, appliqué au monde qui nous entoure, à ses contraintes. Et tu disais tout à l'heure, Fikri, que les contraintes, on ne peut pas justifier les contraintes pour expliquer un mauvais projet, effectivement. Il faut savoir déjouer les contraintes, et nous, on préfère la contrainte à la liberté. Ça peut être aussi une définition du métier. Il y a de la contrainte plutôt que la liberté pour faire le projet. Et ça rejoint l'idée de l'art appliqué et non pas de l'art pur. Et pour prendre une autre référence qui nous parle beaucoup, un autre architecte, une référence pour nous également, Peter Zumthor, l'architecte suisse, lui dit que son idéal, enfin en tout cas sa façon rêvée de faire l'architecture, il dit qu'il aimerait construire une maison comme un metteur en scène ou comme un cinéaste fait un film, d'une certaine manière en faisant ressortir la dignité comment dire, le mystère des personnages de son film. Et Peter Zumthor parle des maisons de la même manière, en disant que construire une maison, c'est fabriquer un lieu dans lequel on rend les habitants plus dignes et plus beaux d'une certaine manière. Et on trouve que cette référence est très belle, d'une part, et qu'elle sonne juste, parce que ça veut dire que penser le projet, c'est penser les usages. Et c'est une autre façon importante pour nous d'aborder le projet d'architecture, à travers les usages, pas seulement à travers l'image. Donc, pour résumer, la contrainte, l'usage, le réel est au cœur de notre travail, et on considère que l'architecture, c'est l'art du réel. Donc, ça peut être un peu frustrant de dire ça comme ça, parce qu'effectivement, ça peut paraître une pratique un peu, comment dire, un peu frustre de l'architecture, mais on est convaincu que c'est c'est en questionnant le réel qu'on fait le projet d'architecture. Et évidemment, quand on questionne le réel, il faut produire de la beauté. Ce n'est pas exclu du projet, mais c'est toujours dans la manipulation du réel. Et le réel, il faut l'enchanter, c'est ce qu'on essaie de faire dans nos projets. Enchanter le réel pour produire des émotions, pour produire des sensations, pour toujours dans l'esprit d'honorer l'utilisateur. Alors, c'est ce préambule que je fais par rapport à notre pratique, simplement pour essayer d'éclairer et d'expliquer, au-delà des images, d'expliquer notre pratique et nos projets. C'est aussi pour nous une réponse à la question qui traverse trop souvent le débat dans la société marocaine, à notre goût. C'est aussi une réponse à la question de l'identité. Parce qu'on considère, on est très souvent interrogé sur la question de l'identité, de ce qu'est l'architecture marocaine, de ce qui est marocain, ce qui ne l'est pas. On est interrogé sur la contextualité, en gros sur le thème d'identité, qui est un thème d'actualité, je crois. Et on considère que aborder l'architecture par l'usage, c'est une façon de répondre à la question de l'identité, de la contextualité, parce comment ne pas être contextuel, comment ne pas être ancré dans son contexte si on parle du réel, si on parle des habitants, si on parle des utilisateurs, si on parle des usagers d'une certaine manière. Donc c'est notre posture quant à la contextualité, à la contemporanéité de l'architecture. On considère qu'on ne peut pas être autrement que contemporain quand on travaille dans une société donnée, à une époque donnée, et quand on travaille au service des gens. Voilà, donc ce préambule pour expliquer notre pratique et pour introduire 4 projets qu'on va vous montrer, en essayant de ne pas être trop descriptif, parce que je pense que c'est pas ce qui vous intéresse, mais
plutôt pour expliquer ce que je viens, illustrer, disons, ce que je viens de dire, et aussi illustrer cette notion de contrainte, et montrer de quelle manière, au gré des projets, on réussit ou on ne réussit pas, ou on réussit moyennement à maîtriser les contraintes. Alors je vais commencer par un projet qui nous tient à cœur, qui est l'académie Mohamed VI de football. C'est un projet qui nous tient à cœur parce que c'est un projet qui est justement au service c'est un projet d'architecture au service d'un projet beaucoup plus vaste que l'architecture. C'est un projet d'architecture qui est au service, enfin, comme devraient l'être tous les projets, mais qui est au service d'un projet éducatif, social, sportif d'abord, mais au-delà d'un projet de société. Et dans ce projet, la particularité, c'est la chance d'être au contact dans la genèse d'un projet, dans sa fabrication, d'être au contact d'un utilisateur, de l'utilisateur final. Parce qu'il faut savoir, je dis ça pour les étudiants que vous êtes et les futurs architectes, c'est construire pour un promoteur n'a rien à voir avec le fait de construire pour un utilisateur. Un maître d'ouvrage n'est pas toujours utilisateur du projet qu'il bâtit. Et construire pour un maître d'ouvrage qui va utiliser son bâtiment et palper avec lui la réalité de ses besoins et de ses usages, c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant. C'est exactement comme construire une maison pour un particulier, mais à une échelle plus vaste. Donc ce projet, l'objectif était d'accueillir et d'héberger de jeunes garçons de 13 à 16 ans, repérés, identifiés, sélectionnés à travers toutes les régions du Maroc, parfois des régions assez reculées, des jeunes qui viennent d'origine très modeste pour certains, qui sont extraits à leur milieu et regroupés pour intégrer une structure d'excellence sportive, mais aussi une structure scolaire pendant 3 à 4 ans de leur vie. Alors comment aborder ce projet ? Les questions que l'on se pose. Les questions qu'on se pose, c'est comment accueillir ces enfants, ces adolescents, ces jeunes qui sont entre l'enfance et l'adolescence, comment les accueillir pendant 3 ans dans un lieu où ils vivront, la plupart du temps coupés de leur milieu d'origine, comment fabriquer un lieu où ils seront confrontés à l'effort permanent, à la discipline quasi militaire, comment organiser un lieu qui favorise les échanges, qui soit aussi un lieu de vie, pas seulement un lieu du travail et de l'effort. Comment en gros, pour reboucler avec ce que je disais tout à l'heure, c'est comment créer les conditions d'un usage. Alors les éléments de réponse qu'on apporte dans ce projet, c'est qu'on imagine que cet établissement, cet équipement sera une structure fragmentée à la manière d'un habitat traditionnel, à la manière d'un douar, à la manière d'un hameau, et qu'on va recréer un environnement assez proche de ce que peut être un espace rural relativement intime, un village, un environnement qui va favoriser les échanges, favoriser la sociabilité, mais aussi qui va favoriser l'intimité, la fraternité, autant de valeurs qu'on veut inscrire dans ce projet. Et on imagine donc autour d'une place qui est un peu une place de village, on imagine d'agréger des fonctions qui sont autant d'usages différents, manger, dormir, faire du sport, étudier. Et ce projet se construit peu à peu autour de cette figure. Et il se construit dans une dialectique entre plusieurs conditions. Une dialectique entre les notions d'ouverture et de fermeture. Une dialectique entre les notions d'ouverture et de fermeture, d'intériorité et d'extériorité, d'effort et de repos, de blancheur et de couleur, de paysage ouvert et de paysage fermé. Et donc à travers cette dialectique, on essaie de recréer la richesse d'une vie commune, de la vie d'un petit village. Donc je passe rapidement quelques visuels qui permettent de comprendre ou de ressentir ces idées. Ceci est une vue extérieure à la concrétion que forment ces différentes masses.
Ici, on est dans la place du village proprement dite, autour de laquelle sont regroupés les différents bâtiments, sont organisés les bâtiments. Ce cœur de vie, nous avons voulu que ce soit à la fois un lieu de passage, un lieu d'échange, un lieu où on peut s'arrêter, discuter, à travers un jardin décaissé qui sert d'espace de dilatation. Ça, c'est l'entrée du projet, qui se fait dans une mise en scène où on traverse sur une sorte de deck l'interface entre le monde extérieur et le monde de l'académie. Alors, je m'arrête là pour dire qu'il y a, pour revenir à cette question de dialectique dont je parlais tout à l'heure, donc chacun des bâtiments du projet exprime cette dialectique ouvert, fermé, intériorisé, extraverti, paysage ouvert, paysage fermé, à la manière dont un cinéaste, finalement, pour revenir à la référence que j'évoquais tout à l'heure, à la manière dont un cinéaste organise les plans d'un film. Donc nous travaillons sur des notions de cadrage, sur des notions de champ, de contre-champ, pour mettre en relation les espaces intérieurs du bâtiment et les paysages extérieurs. Donc c'est ce qu'on voit pour chacun de ces bâtiments. Ici, c'est l'administration. C'est un bâtiment qu'on traverse, mais c'est aussi un bâtiment organisé autour d'un patio central qui reçoit la lumière. Donc le travail sur la lumière également est important. Sur les vues, le bâtiment d'administration, c'est un bâtiment depuis lequel on surveille l'ensemble du site. Donc c'est le seul bâtiment qui est construit avec un étage habité. On surveille les terrains de foot et l'activité du centre depuis le bâtiment. Le réfectoire ou le restaurant du village, je dirais, qui est un bâtiment extrêmement introverti comme les autres, mais qui organise des vues qui sont des vues à la fois ponctuelles et des vues plutôt sous forme de travelling, puisqu'on voit les gens marcher à l'intérieur de ce bâtiment, et lorsqu'on est à l'intérieur du bâtiment, on devine l'espace extérieur sans être perturbé par les allées et venues. Et l'intérieur du bâtiment, organisé autour d'un patio, qui le baigne de lumière. Donc toujours cette dialectique entre ouverture, fermeture, qui permet à la fois d'organiser des intimités pour ces jeunes, des espaces finalement relativement fermés, et qui induisent un confort psychologique et affectif lorsqu'on, après l'effort, en rentrant du grand terrain de foot, on se retrouve dans un environnement qui est plus à échelle humaine. Je passe rapidement ces images. Le bâtiment d'hébergement qui reçoit les chambres où ces jeunes logent par deux. Donc un bâtiment relativement fermé avec quelques percements qui permettent d'apporter une lumière très ponctuelle, encore une fois, et très contrôlée dans les chambres, tout en ménageant des vues à des hauteurs différentes pour que les jeunes ne soient jamais coupés de l'espace extérieur. Et un patio, un espace intérieur qui est, lui, extrêmement végétalisé et coloré. Donc, pour reparler de la question de la couleur, donc l'ensemble du projet est blanc de l'extérieur, très neutre, très sobre, et tous les patios sont colorés, avec des colorations qui distinguent chaque bâtiment l'un de l'autre. Le pôle sportif, qui est un bâtiment beaucoup plus ouvert sur les terrains, qui est un bâtiment traversant, avec un cœur coloré également, un grand patio, un jardin sec, un clin d'œil au jardin majorel, qui est l'espace qui qualifie la salle de musculation et tout l'espace lié au sport en intérieur. L'école, la petite école, parce que le centre fonctionne comme un programme de sport-études. L'école elle-même très introvertie pour organiser un environnement qui est purement scolaire, de manière à ce que les jeunes aient l'impression de quitter une activité sportive pour aller à l'école, comme n'importe quel enfant quitte sa maison ou sa rue ou son quartier pour se rendre dans une école, mais un bâtiment qui organise des grandes vues avec le paysage, avec le grand paysage du plateau de Salé. On est sur le plateau en limite, en rive de la vallée du Bourgleg.
Et encore une fois, une ambiance, un jardin, une thématique paysagère, une thématique colorée qui identifie cet espace. C'est un projet paysager que nous avons étudié avec Mounia Binani, qui est une paysagiste talentueuse et qui nous a aidé à véritablement qualifier par le paysage chacun de ces espaces pour aller vraiment au bout de l'idée de la fragmentation et également de la dialectique entre les espaces. La salle de prière, qui est elle aussi traitée comme un bâtiment isolé, on s'y rend, comme on se rend à l'école, comme on se rend au restaurant pour déjeuner, et on génère comme ça des déplacements qui sont autant d'expériences spatiales. Avec là aussi un espace, une orangerie qui clôture cette salle de prière, qui est un clin d'œil finalement avec une écriture extrêmement contemporaine à une typologie traditionnelle. Et puis enfin, l'un des terrains de foot qui est un terrain couvert, qui a été l'occasion pour nous d'étudier une structure, une charpente métallotextile particulière, et qui, tout en étant dans un langage constructif complètement différent du reste du projet, s'intègre assez bien dans l'ensemble de ce vaste site. Voilà, second projet, je passe la parole à Skander qui va vous parler du projet de siège social de Zurich Assurance à Casablanca. Donc ça, c'est un projet très différent du premier projet présenté par Omol, mais qui néanmoins nous tient vraiment à cœur et qui est intéressant à plus d'un titre. Donc les images que vous voyez sont extraits des planches du concours. Donc c'est un concours restreint auquel nous avons été invités et que nous avons remporté en association avec une architecte de Casablanca qui s'appelle Esma Shraibi. Et donc on a été invité à présenter le projet, on a passé un oral. Et un certain nombre de questions ont été posées et je pense qu'il y a une question qui était déterminante, mais on ne le savait pas au moment où on répondait, c'était est-ce que si cela s'avérait nécessaire, est-ce que vous seriez prêt à changer des éléments du projet? Nous, on a répondu oui, évidemment, et c'est la raison pour laquelle vous reconnaissez absolument pas le projet par rapport au projet réalisé. C'est que, pour différentes raisons que je vais exposer, il a connu beaucoup de transformations. Et donc on est dans un cas de figure particulier, c'est-à-dire un maître d'ouvrage qui a beaucoup d'expérience, qui sait pertinemment ce qu'il veut, et qui choisit des jeunes architectes comme nous, au lieu de faire ce qui est une grande mode en ce moment, c'est de faire venir des signatures étrangères juste pour avoir la signature et pour pouvoir dire c'est un tel qui a fait le bâtiment. Non, eux, ce qu'ils voulaient, c'est des architectes motivés qui seraient prêts à les accompagner dans une vision commune d'un projet à construire ensemble. Donc en fait, cette première phase de concours était une façon de sélectionner des gens qui soient suffisamment ouverts et suffisamment flexibles pour les accompagner. Et donc l'aventure a commencé par un voyage commun. On est allé à Zurich et puis on a visité un certain nombre de bâtiments. Et ça, c'est formidable aussi parce que on construit comme ça des références communes avec un maître d'ouvrage et puis tout au long du processus de développement du projet, ça facilite énormément le dialogue. Donc l'image suivante montre une phase intermédiaire de la recherche, puisque donc nous on est, enfin, disons, on était prêts à les accompagner dans cette nouvelle aventure. On n'est jamais vraiment à 100% satisfait d'un projet, donc on a vraiment saisi l'occasion pour remettre les cartes sur la table et réfléchir à toutes sortes de problématiques. Et donc voilà, l'idée, le projet s'est développé. On est arrivé à une sorte de grand cube très suisse, très lisse, très abstrait, néanmoins qui introduisait déjà des contraintes dues au contexte local, c'est-à-dire en fait ce qu'on voit là, c'est un bâtiment plein mais avec des percements
et les parties pleines sont revêtues de vert, ce qui donne cette impression de quelque chose de très abstrait et entièrement vitré. Et avec déjà un système de façade double pot très performante. Donc l'idée, qui est une idée un peu récurrente, surtout quand on réfléchit à des solutions dans le contexte urbain de Casablanca ou autre, c'est un peu de se démarquer du contexte souvent où on a une profusion de formes, de matières, etc., se démarquer par une solution un peu radicale et minimaliste. Et voilà, c'est-à-dire plus c'est simple, mieux c'est. Et puis pour arriver finalement au résultat final que vous connaissez, et qui était donc l'aboutissement d'un long processus de maturation et de réflexion du projet, parce que ça aussi c'est important, disons, là en l'occurrence c'est le client qui était prêt à le faire, mais je veux dire, nous en tant qu'architecte, il faut qu'on impose aussi, enfin qu'on essaye de pousser pour avoir le temps de la réflexion et le temps de la maturation. Un projet ne se fait pas rapidement. Aujourd'hui, malheureusement au Maroc, très souvent on est dans l'urgence, on est dans des projets qu'il faut faire pour demain, et puis c'est pas comme ça que ça marche. Et donc un projet avec où la performance énergétique était une des principales cibles qu'on devait atteindre. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est pourquoi il y a eu disons, ce changement d'aspect du projet. C'est qu'en fait, on a vraiment une réflexion avec le client sur qu'est-ce qu'on peut, disons, qu'est-ce qu'on peut atteindre comme performance au Maroc, qu'est-ce qu'on peut arriver à réaliser en termes de solutions innovantes, de solutions technologiques, tout en maîtrisant un budget, c'est très important, et tout en minimisant les risques dus à des solutions qui vont fonctionner 6 mois et puis qui vont tomber en panne, les risques de solutions un peu compliquées parce qu'ensuite on ne va pas savoir nettoyer telle ou telle partie du bâtiment. Donc ces sujets-là étaient extrêmement importants, et ça nous a amené justement disons, à sacrifier, c'est des fois un petit peu douloureux, mais sacrifier certaines volontés esthétiques sur les façades pour aller vers des solutions très très simples, mais dont on sait qu'elles vont fonctionner. Et voilà, donc dans la prochaine image, je montre cette image de nuit pour montrer qu'il y a quand même certains sujets qu'on a réussi, disons, à sauvegarder après avoir fait une croix sur pas mal d'idées qui étaient soit trop coûteuses, soit difficiles à réaliser. Mais par exemple, la mise en lumière d'un bâtiment la nuit, c'est quelque chose qui finalement, sans investir énormément, apporte beaucoup pour l'image d'un bâtiment. Et ça, c'est le type de suggestions qui sont retenues par un client comme celui-ci. Je montre ce plan pour dire qu'aussi, il n'y a évidemment pas que la façade, il y a aussi le travail sur le plan des étages, et cette notion de faire des bâtiments flexibles qui nous ont amenés à retravailler le plan, et notamment à prendre des décisions mine de rien très importantes, qui sont par exemple de faire une façade porteuse. Une façade porteuse, c'est une décision qu'on prend ensemble avec un maître d'ouvrage qui permet une grande flexibilité d'usage. Ça réduit énormément le nombre de poteaux dans les espaces, mais ça contraint énormément la façade. Et donc ce sont souvent ce type de choix qu'on a été amené à faire pour dire que la fonctionnalité souvent primée sur des volontés esthétiques. Et voilà, donc le résultat, c'est cette façade percée. Donc au fur et à mesure des études du projet,
pour atteindre les objectifs de budget, les fenêtres ont été réduites au minimum. Et ça aussi, disons, c'est vraiment une réponse très contextuelle, parce que la lumière au Maroc est telle qu'on n'a pas du tout besoin de faire des bâtiments entièrement vitrés, comme on pourrait le voir en Europe du Nord. Ce ratio entre plein et vide est amplement suffisant pour apporter une très bonne qualité de lumière à l'intérieur des espaces. La même façade en version fermée, c'est-à-dire on est dans un cas on est dans une façade intelligente avec une gestion centralisée qui permet de gérer les éléments de protection solaire qui, au gré de l'ensoleillement, vont s'ouvrir, se fermer automatiquement. Toujours dans un souci de performance énergétique, de réduction des coûts de climatisation et de confort pour les usagers à l'intérieur des plateaux bureaux. Bon, là, vous n'allez pas voir grand-chose, mais c'est juste pour dire que pour arriver à ce niveau de fonctionnement, de détail de la façade, évidemment, on est allé relativement loin dans les études de détail du fonctionnement d'une telle façade. Donc, bon, le principe est très simple. Une bonne protection solaire, c'est une protection qui est à l'extérieur. Donc, le premier châssis à l'intérieur, c'est la peau du bâtiment, c'est la protection contre protection thermique et la protection contre le bruit. Ensuite, on a le store qui est la protection solaire. Mais ce store, il est assez vulnérable. Il y a les problèmes de vent, problèmes de poussière. Donc pour protéger ce store, on fait un deuxième châssis fixe extérieur, ventilé. Donc il s'agit d'une double peau ventilée. Et puis c'est ce qui nous permet également d'atteindre l'objectif de ce bâtiment très lisse que vous connaissez. Et puis bon, pour l'anecdote, ce type le principe de la façade double peau, donc nous on a commencé à l'étudier en tant qu'architecte, on a réfléchi là-dessus et puis on a montré ça au client et puis il nous a dit non écoutez, bon, lui qui a énormément d'expérience dans ce type de projet, il nous a dit c'est bien beau mais il vous faut un bureau d'études façade. Bon, bureau d'études façade, on n'avait jamais eu cette expérience de travailler avec ce type de spécialistes et puis bon, on était un petit peu réticents au départ. Au final, on s'est bien rendu compte de la valeur ajoutée de gens qui sont très spécialisés dans des domaines parce que ce type de façade, honnêtement, on n'aurait pas pu, même si on l'a cru, on n'aurait pas pu le développer seul en tant qu'architecte. Et le fait aussi qu'on ait pu intégrer ce type de compétences dans l'équipe de maîtrise d'œuvre, c'est qu'aussi on avait des honoraires qui nous le permettaient. Et ça, faut le savoir aussi, c'est-à-dire quand on négocie des honoraires au départ, c'est pas juste pour s'en mettre plein les poches, c'est que c'est comme ça qu'on fait un bon projet, parce qu'un bon projet, ça nécessite des compétences et ça nécessite de l'argent en études. Donc dans cette photo, vous voyez le châssis intérieur avec la ventilation haute et basse. Et voilà, en fait, la leçon de ce projet pour nous, c'est qu'il faut faire des choix dans un projet, et puis que très souvent, ici, on a peut-être l'habitude de privilégier des solutions esthétiques plus que des solutions fonctionnelles ou durables, et que là, ça a été l'inverse. L'argent qu'on avait à disposition a été vraiment injecté dans des solutions qui permettent d'avoir un bâtiment durable, un bâtiment dont on espère que dans 10 ans, que dans 1 an ou 2 ans, il n'aura pas l'air d'avoir 10 ans, comme beaucoup de projets qu'on réalise ici au Maroc. Et ça c'est important. Et puis c'est une forme de réalisme. Ensuite, le résultat, on aime ou on n'aime pas, c'est peut-être très minimaliste et simple, mais en tout cas c'est une forme de réponse, de réalisme que nous intégrons désormais nous-mêmes dans la réflexion de chaque projet. Je vais parler rapidement, je vais faire rapide parce que je pense qu'on a dépassé notre temps de parole, mais simplement
Donc les projets qu'on présente là sont très différents, justement pour vous montrer à quel point les contraintes et les données d'entrée peuvent être très différentes et qu'à chaque fois il y a une solution qui doit être adaptée et une histoire particulière. Je veux parler du projet de la marina de Casablanca, sur le site sur lequel nous sommes intervenus avec notre confrère Omar Alaoui qui est là ce soir et on pourra échanger sur le sujet parce qu'il a sans doute une vision sensiblement différente de la nôtre. Donc c'est un site, nous sommes intervenus ensemble sur l'îlot 5 du site de la marina, un site dont le master plan a été conçu par Yves Lyon. Et sur cet îlot A5, nous avions pour mission de concevoir un ensemble d'immobilier tertiaire. Alors je vais passer très rapidement sur le projet lui-même. Je vais vous montrer des diagrammes qui explicitent un peu la démarche qu'on a utilisée avec Omar Alaoui pour concevoir ce projet, mais très rapidement, parce que ce qui est plus intéressant, c'est les leçons à tirer, ou en tout cas les leçons que nous avons tirées de ce projet. Donc l'îlot A5 qu'on voit ici, les quelques diagrammes qui nous ont permis de conceptualiser notre démarche, un projet très simple, un sous-sol assez efficace sur lequel s'organisent deux bâtiments de rez-de-chaussée qui ont des enveloppes relativement molles, des enveloppes molles qui permettent d'organiser la capillarité et la porosité avec les îlots alentours. Sur ces rez-de-chaussée mous, entre guillemets, vient se poser un socle, une épaisseur qui accueille les premiers étages de bureaux. Et sur ce socle s'organise... Alors ce socle est percé, le parking lui aussi est percé, mais le socle est percé pour organiser des points de lumière et de ventilation au droit des circulations piétonnes. Et sur ce socle, nous posons deux masses qui répondent strictement au gabarit permis par le cahier des charges. Et nous travaillons ces masses au regard de règles de prospect, mais aussi au regard d'une silhouette que nous essayons de construire. Et cette silhouette, elle s'organise dans une mise en relation entre la mer et la ville. Donc la première thématique, c'est de dire qu'on est à l'interface entre un grand paysage qui est celui de la mer, et un autre grand paysage qui est urbain cette fois-ci, qui est la ville de Casablanca. Donc cette silhouette qui organise les vues entre l'océan et la ville, qui également adresse des solutions ou des façades spécifiques à chacune des orientations. Cette silhouette est évidemment empruntée de l'esthétique du conteneur et de l'esthétique portuaire, mais c'est aussi plus que l'image du conteneur, c'est l'idée d'une silhouette qui organise un équilibre instable, une sorte de sculpture urbaine d'une taille impressionnante, mais qui travaille sur l'équilibre instable et le dessin de l'objet dans la ville. Je passe rapidement sur les éléments du projet. Si vous êtes intéressé d'en savoir plus, on pourra le faire tout à l'heure. Pour arriver à la question qui nous préoccupe le plus, qui est la façon... Alors là, on voit des façades du bâtiment. Ce bâtiment a été travaillé de manière très optimisée du point de vue de son enveloppe, toujours avec les mêmes problématiques que celles qui ont été évoquées tout à l'heure par Skander sur le siège social de Zurich. C'est comment protéger, comment organiser du confort, comment optimiser le confort dans le bâtiment, des plateaux bureaux. Dans un plateau bureau, la question du confort des usagers est primordiale. La question également de la maîtrise des coûts d'exploitation est extrêmement importante parce que les coûts d'exploitation d'un plateau bureau, s'il est mal conçu, peuvent être un désastre pour un gestionnaire de plateau bureau. Donc un travail sur l'enveloppe de manière générale et les façades en particulier pour organiser sur les façades est et les façades ouest des percements spécifiques et sur les façades nord et sud une grande transparence protégée au sud de manière beaucoup plus simple. Ce travail sur les façades, qui devait aboutir à un objet relativement radical et pur, a été relativement contrarié par les échanges que nous avons eus avec la maîtrise d'ouvrage et par la vision économique du maître d'ouvrage quant à son projet. Et nous sommes arrivés finalement à un résultat qui est celui-là, puisque vous connaissez tous le projet, je pense la plupart d'entre vous, le chantier en cours d'achèvement, qui donne déjà une image de ce que sera le projet réalisé. Donc une image que nous ne renions pas,
qui correspond peu ou prou à l'ambition qu'on avait mise dans ce projet, mais qui, pour nous, équipe maîtrise d'œuvre, n'est pas l'aboutissement total de la réflexion que nous avons menée sur ce projet. Pourquoi? Parce que, à la différence des projets précédents, où le maître d'ouvrage était in fine l'utilisateur du bâtiment qu'il allait livrer, donc des maîtres d'ouvrage préoccupés à la fois par les questions d'usage, mais préoccupés, très soucieux des questions de confort, très soucieux des questions de coût d'exploitation. Quand on travaille avec un promoteur immobilier, le promoteur immobilier est dans une logique d'économie d'investissement. Et il y a là une différence fondamentale. Et donc quand on parle de logique d'investissement, il est extrêmement difficile pour un architecte de faire passer des objectifs liés au moyen terme et au long terme. L'économie d'investissement a à voir avec le court terme et l'économie d'exploitation a à voir avec le moyen et le long terme. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a expérimenté, qu'on ne savait pas, enfin c'est quelque chose de banal, je dis des banalités, mais on le découvre quand on est architecte au gré des projets et au gré des rapports à la maîtrise d'ouvrage. Donc la solution, le résultat aujourd'hui, c'est un bâtiment dont nous avons maîtrisé la silhouette. On est très fiers avec Omar Alaoui de cette silhouette. Elle est sans doute un peu dure, elle est très présente, mais elle a une certaine éloquence et elle est équilibrée et on est très fiers d'avoir abouti cette silhouette. En revanche, sur le traitement même de l'enveloppe, on est dans une solution qui est dégradée par rapport aux ambitions de départ. Et là, pour vous, étudiants architectes qui seraient demain architectes en exercice, ça pose quand même un certain nombre de questions. Ça pose la question de la nature de la pratique d'architecture qui, à notre avis, reste un combat face à un certain nombre de contraintes et d'interlocuteurs. Et il faut être conscient de ça, c'est-à-dire qu'on ne fait un projet que dans la confrontation avec des réalités qui nous entourent. Et surtout, je pense qu'au Maroc, en l'absence d'un cadre réglementaire très fort, je parle de réglementation, je ne parle pas de la réglementation urbaine qui, au contraire, est malheureusement trop présente et souvent déplacée par rapport aux objectifs qu'on recherche, mais je parle de la réglementation thermique par exemple, les réglementations liées au confort acoustique. On travaille beaucoup sur l'acoustique en ce moment. Il n'y a pas de réglementation acoustique au Maroc. Sur le thermique, ça va venir, mais c'est balbutiant. Donc en l'absence de cadre réglementaire, en l'absence de culture de maîtrise d'ouvrage, parce qu'on est face à des maîtres d'ouvrage, il faut le savoir, ce sont des maîtres d'ouvrage souvent dont ce n'est pas le métier, qui ne sont pas véritablement maîtres d'ouvrage au sens où on peut l'entendre dans d'autres pays. Donc dans ce contexte-là, aboutir un projet, c'est véritablement souvent un combat. Et c'est un combat qui se fait dans le temps. Et le risque de ce combat, c'est la lassitude. Le risque, c'est d'être tiré vers le bas, d'abandonner son combat. Et finalement, on se pose la question de savoir ce qu'on est prêt à abandonner dans un projet et ce qu'on n'est pas prêt à laisser tomber. Et souvent, enfin, il nous semble que la réussite des projets, je ne parle pas seulement des nôtres, mais c'est un constat qu'on fait quand on regarde autour de nous, la réussite des projets dépend du talent de l'architecte à identifier les sujets mineurs qu'il va savoir abandonner et ceux qui constituent le corps du projet, les sujets sans lesquels le projet n'existe plus. Et cette ligne est très ténue quand un projet peut très facilement, très rapidement basculer dans l'insignifiant et ne plus dire grand-chose, de perdre sa cohérence. Et tout le talent, je pense, c'est de savoir où se situe cette limite. Jusqu'à quand on est toujours dans le projet, à quel moment on a perdu le projet. Quand on a perdu le projet, c'est la catastrophe. Et donc voilà, qu'est-ce qui reste du projet une fois qu'il est passé au crible des exigences de la maîtrise d'ouvrage, des bureaux d'études, parce que les bureaux d'études, il faut dire la réalité, on a peu de bureaux d'études extrêmement compétents et d'ingénieurs concepteurs, on en trouve peu. Donc souvent les projets sont dégradés par le dialogue avec l'ingénierie. Donc une fois qu'on a passé les projets à la moulinette de tous ces sujets, qu'est-ce qu'il en reste ? Et évidemment, c'est une vision assez dure que j'évoque, assez pessimiste, mais en même temps, il faut être honnête et dire aussi que c'est dans cette confrontation qu'on peut améliorer les projets. Nous, on s'est souvent rendu compte que dans une confrontation qu'on croyait néfaste pour le projet, on a pu améliorer des projets. Donc il faut faire attention aussi à ne pas toujours balayer d'un revers de la main les suggestions qui sont faites par les intervenants
externe au projet, parce qu'il y a souvent de l'intelligence, ou il y a parfois de l'intelligence, et cette intelligence peut être mise au service du projet. Et c'est là que je rejoins ce que je disais tout à l'heure, c'est l'humilité, et on n'a pas les solutions à tout, et on n'écrit pas le projet seul, on l'écrit avec tous les partenaires intelligents qui veulent bien se mettre autour de la table pour faire le projet. Donc pour nous, le projet, ce n'est pas une vérité immuable, c'est quelque chose qui évolue dans le temps, mais il faut faire attention à le faire évoluer dans le bon sens. Voilà, je repasse la main pour le dernier projet. Donc, pour finir rapidement, un petit projet casablancais qui a été livré dernièrement, qui est le projet qui venait après deux projets que nous avons réalisés sur le boulevard Massira à Casa, qui sont l'immeuble Zara et puis l'immeuble Massimo Dutti. Et puis le client nous confie un troisième petit immeuble situé entre les deux, sur le même trottoir. Et donc c'était déjà une chance incroyable de pouvoir avoir la chance de continuer à écrire l'histoire de ce quartier. Et donc évidemment, on est parti avec les mêmes objectifs que les premières fois, créer un immeuble un peu concept qui va représenter l'enseigne commerciale qui se trouvera en pied de bâtiment, mais qui représentera aussi l'image de tout un groupe, une cohérence d'ensemble. Et donc on a commencé la réflexion. Bon, à la différence des projets précédents, le programme était sensiblement différent. Il s'agissait de développer un projet dont le programme était entièrement commercial, donc sur tous les niveaux, ce qui n'était pas évident. Donc on s'est cassé la tête et puis bon, on a commencé à réfléchir un petit peu dans tous les sens. Ça, ce sont des esquisses SketchUp qui montrent un petit peu que voilà, même s'il y a l'expérience des projets précédents et qu'on essaie de capitaliser, mais il y a quand même tout le temps des remises en cause et de discussions qui n'en finissent pas, pour arriver finalement à un projet qui nous plaisait assez bien et puis qu'on a présenté au client, et puis il lui a pas plu. Il lui a pas plu parce que il ne s'identifiait pas dans ce nouveau vocabulaire architectural qu'on est venu apporter, et puis ça ressemblait pas suffisamment aux autres. Et donc c'était reparti. On a développé une deuxième image assez différente et peut-être plus ressemblante aux autres projets. Donc tu peux revenir là, ouais. Du blanc, de la minéralité. Et puis là, ça passait malheureusement. Tout ce processus, bon, a duré plus d'1 an. Malheureusement, manque de chance, le programme change. Donc ce n'est plus un immeuble commercial, ce sont deux enseignes, deux boutiques en pied de bâtiment et des bureaux aux étages supérieurs. Donc là c'est une période charnière qu'on peut connaître dans chaque projet. C'est que voilà, un maître d'ouvrage souvent n'a pas bien étudié la faisabilité de son projet. Il lance l'architecte. L'architecte, il se met à bosser, à réfléchir, et puis au bout d'un moment, on change d'avis, et c'est très difficile de gérer ça. Donc là, il y a deux cas de figure. Soit l'architecte en a marre, et puis il se dit je vais perdre de l'argent avec ce projet, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête? Soit il arrive à se motiver d'une façon ou d'une autre, en se disant quand même, c'est une chance à saisir, faut pas baisser les bras. Et il demande des honoraires supplémentaires, c'est très important, ça motive, et il se remet au boulot, donc c'est reparti. Donc voilà, le projet commençait à ressembler un petit peu à ça, une grande forme blanche, percée, un masque percé, une sorte d'écrin, toujours dans la métaphore un petit peu de l'habillement, du textile, etc. Pour arriver finalement à une sorte de une résie percée verticalement. Et ça c'est intéressant aussi, parce qu'il y a aussi une part de désobéissance de l'architecte qui peut être des fois bénéfique à un projet, parce qu'au début, le client dit, moi je veux pas avoir de résie devant le vitrage, devant les yeux, ça me va pas du tout.
Donc là, on profite d'un temps long, un an et demi, et puis le client a déjà oublié ce qu'il nous a dit, et puis nous, on fait comme si on n'avait rien entendu, et on lui propose ça. Et finalement, on arrive au résultat que vous connaissez, qui est ce petit bâtiment, donc une étude de façade finalement assez ressemblant aux deux autres projets, mais quand même très différent, parce qu'on est dans des matérialités complètement différentes. Dans de la tôle perforée voilà, donc cette image un petit peu abstraite qui montre qu'on est aussi toujours dans la même réflexion de l'abstraction qui permet de donner une identité forte et d'atteindre justement cette volonté de faire un petit bâtiment un peu iconique, un peu conceptuel. Et la prochaine, voilà, la prochaine. Non, voilà. Et puis donc finalement, bon, c'est tout ça pour dire que ça se résume finalement toujours à la même chose, c'est qu'on a une façade sud à traiter et puis qu'on se pose des questions de confort, de protection solaire. Donc au final, qu'est-ce qu'on a fait? On a décliné 3 façons de se protéger du soleil au sud. Donc c'est le vitrage teinté, c'est les fentes, donc la fenêtre profonde qui permet l'ombre portée sur le vitrage, et la maille, la double peau, la protection, et puis tout ça avec le travail sur la composition et les proportions. Et voilà, et puis c'est un peu toujours la même réflexion sur tous les projets. Voilà, je crois que c'est tout. Merci à Monsieur Ahmad Tijani Iskandar Amin d'avoir participé. Et nous allons donner la parole à un étudiant de l'ENA, Omar Aït Lassri.